Bienvenue dans cette édition de Real Economy depuis la capitale financière européenne où nous sonderons l'âme des investisseurs étrangers et évaluerons leurs relations avec l'Europe. Au programme, le regard des investisseurs financiers et directs sur les tribulations des marchés européens ces 2 dernières années. Nous évoquerons aussi leur perception changeante d'un pays ou d'une entreprise et la situation de l'économie mondiale avec Seijiro Takeshita, directeur de l'une des plus importantes institutions financières au monde, Mizuho International. Les investisseurs n'ont pas tous le même goût pour le risque. Les uns misent sur la sécurité, les autres beaucoup moins. Certains chassent les rendements élevés. Il y a ceux qui pensent à long terme et ceux qui raisonnent sur quelques minutes. C'est le thème de notre cours accéléré. L'appétit pour le risque se résume au degré de volonté d'un investisseur à faire un pari et aux échéances qu'il se fixe. En jeu, la manière dont il interprète une situation qui peut être liée à une évolution macroéconomique, comme le PIB, l'emploi ou même les catastrophes naturelles, et comment il y réagit. Le niveau de risque qu'un investisseur est prêt ou non à accepter détermine son appétit en la matière. Les uns se tournent vers des placements sûrs, les autres sont prêts à faire face à un haut niveau de risque. Ils savent aussi que les profits peuvent être élevés, même s'ils peuvent tout perdre. Les gros rendements qui correspondent à la prise de risque d'un investisseur sont désignés sous le terme de prime de risque. Celle-ci est déterminée pour une part par le degré de risque de l'actif détenu et pour l'autre par le niveau de l'appétit pour le risque. L'appétit pour le risque semble être de retour, même si les entreprises conservent prudemment leur liquidité. Les marchés boursiers ont rebondi en 2013 et en 2014, ils sont dopés par une timide reprise. Les investisseurs étrangers s'intéressent à l'Europe dans un contexte de taux d'intérêt mondiaux au plus bas. Le reportage de Giovanni Maggi. Américaine vivant à Londres, Pippa Malmgren entame sa journée de travail avant l'aube. Cette ancienne conseillère de George W. Bush est l'une des plus éminentes expertes de la finance internationale. Elle dirige aujourd'hui une entreprise de conseil en investissement. Nous lui avons demandé comment les investisseurs américains avaient réagi lorsque la crise a débuté en Europe. Je pense qu'on peut vraiment parler de choc. Les investisseurs et l'ensemble du monde ont été très surpris. La réaction immédiate a consisté à se retirer et ça s'est traduit de toutes les manières possibles. Se retirer du marché boursier, renoncer à toute forme de risque et ne prendre aucune décision. De manière relative, le monde a alors vu les États-Unis comme le pays le plus sûr pour placer de l'argent. De nombreux facteurs expliquent l'ampleur de la crise qui a frappé la zone euro. L'un des plus évidents, c'est l'écart entre les obligations des différents États et celles de l'État allemand. Aujourd'hui, on est en train de revenir à des niveaux plus raisonnables depuis la phase aiguë de la crise en 2011. Les réactions à la crise ont été fortes et lourdes de conséquences. On en voit encore les traces dans l'attitude des investisseurs étrangers vis-à-vis de l'Europe, bien que leur objectif principal n'ait pas changé, à savoir dégager un maximum de profit. Ce qui a changé, néanmoins, c'est l'équilibre des pouvoirs entre les États et le marché. Les États ont aujourd'hui beaucoup plus d'influence. Et en fait, les gouvernements sont les acteurs les plus importants sur le marché. La BCE tient le premier rôle sur le marché européen. Le transfert de capitaux vers des placements plus sûrs a secoué le monde de la finance. Par la suite, les marchés des actions ont connu un rebond, les profits étant plus élevés que sur les marchés des emprunts d'État. Il y a une chose qui n'a pas changé. Les investisseurs sont toujours à la recherche de perspectives de profit. Ils se sont simplement déplacés. Ils sont aujourd'hui présents dans différents lieux du monde pour plusieurs raisons. Mais l'argent, c'est comme l'eau. Ils cherchent les secteurs où se trouvent les profits et ils s'y engouffrent. L'une des conséquences de la crise, c'est que l'Europe est obligée d'accroître sa compétitivité pour tenir la comparaison avec les pays émergents aux yeux des investisseurs étrangers. L'un des effets secondaires de la crise financière, c'est qu'on a réalisé que dans le monde industrialisé, en Europe et aux États-Unis, les gens se serrent la ceinture et ils rationalisent ce qu'ils font, ce qui les rend plus compétitifs. Donc la situation est en train d'évoluer, mais oui, l'Europe est une région du monde où on peut encore faire des profits.
Allons un peu plus loin sur la manière dont les investisseurs étrangers perçoivent l'Europe et dont ils font leur choix d'investissement. Nous sommes à présent avec notre invité, Seijiro Takeshita, directeur de Mizuho International. L'Europe a beaucoup souffert. À quel niveau se situe l'appétit pour le risque chez les investisseurs ? Je pense que cet appétit est un peu de retour. Bien sûr, nous sommes face au problème de l'austérité en Europe. Il y a aussi la concurrence des pays émergents. Mais il est parfaitement clair que la situation est bien meilleure qu'il y a 3 ou 4 ans et qu'il y a une tendance à la reprise à l'heure actuelle. La déflation est un problème grandissant. Il y a des similitudes avec ce que vous avez vécu au Japon. Si vous deviez faire une comparaison, comment verriez-vous les choses ? La plus grosse différence entre le Japon et l'Europe, c'est que le Japon est une nation unifiée avec une banque centrale unique. Dans le cas de l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué et d'après moi, c'est la pagaille. Vous n'avez pas la flexibilité, la capacité de manœuvre pour en sortir en jouant sur vos taux de change. Donc vous subissez une double peine. Mais sachez que faire face à une déflation ou essayer d'en sortir est beaucoup plus délicat que tout ce que vous avez enduré, y compris les craintes inflationnistes. Quand on regarde la manière dont les différents types d'investisseurs voient l'Europe aujourd'hui, la situation a-t-elle totalement changé ? Les autorités et les économistes américains et européens ont durement critiqué la méthode japonaise pour sauver les banques. Mais le sauvetage des secteurs privés par les gouvernements a été exactement le même dans ces pays. Le monde s'est tant rétréci que quand il y a du mouvement dans un pays, il y a aussitôt un effet sur les autres. On est tous dans le même bateau. Chercher un consensus, c'est vraiment quelque chose de différent de ce qui s'est passé quand le Japon a dû affronter tout cela et de ce qui arrive en ce moment. Il n'y a pas aujourd'hui une intervention unique, mais des efforts en commun. En ce sens, je pense qu'il existe une meilleure méthode pour réduire les risques d'effets dominos. Des investisseurs se sont tournés vers des placements sûrs au plus fort de la crise ici en Europe. Et aujourd'hui, il semble que l'on court après les rendements. L'état d'esprit est-il en train de changer ? À la suite de la crise de Lehman Brothers, on s'est dit que c'était la fin du monde. Ça n'a pas été le cas. Je pense que l'on va voir deux visions s'affronter. Le mode de gouvernance qui prône la rigueur et celui qui s'oppose à la rigueur, avec d'un côté un type de méthode japonaise et allemande qui a tendance à très bien s'en sortir en période de stagnation et de l'autre la méthode américaine. En Europe, on constate le même affrontement entre partisans et détracteurs de la rigueur, avec l'Allemagne face à de nombreux autres pays, comme ceux du sud de l'Europe. Quand on voit la chute des rendements des dettes souveraines et le fait que des entreprises conservent leur liquidité, on peut se demander où on en est exactement en termes de reprise. Par exemple, au Japon, on attend des dépenses en capital de la part d'entreprises parce qu'ensuite, le cycle de hausse des salaires se déclenchera quand les entreprises feront plus de profits. Mais est-ce qu'il y a le même cycle en Europe? Non. Et c'est dû à un manque total de confiance et des craintes grandissantes sur une division de l'Europe. Et je pense que c'est dans la tête de la plupart des investisseurs institutionnels étrangers, en particulier des Japonais, quand ils s'intéressent à l'Europe. L'économie américaine est en train de se reprendre avec une relative facilité. Les marchés émergents commencent à se stabiliser. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'appétit pour le risque est de retour. Et en Asie, eh bien, la Chine a ses problèmes structurels et on pense que les choses là-bas vont empirer en raison de l'existence d'une bulle. Le Japon, lui, affiche une forte reprise. Je pense que les investissements directs étrangers vont augmenter. Ils doivent augmenter. Quant à ce retour en arrière où l'on conserve des liquidités, eh bien souvent, conserver des liquidités est un risque en soi. Les Américains sont encore les premiers investisseurs directs en Europe. Mais ces derniers temps, ce sont la Chine et Hong Kong qui ont le plus augmenté leurs investissements. Malgré les difficultés économiques que les BRICS peuvent eux-mêmes avoir, leur stratégie consiste aujourd'hui à s'implanter fortement en Europe. Le reportage de Sébastien Lebelzik. Les Chinois débarquent en force au Portugal. Ils sont 3 à avoir pris des participations dans les secteurs de l'assurance et de l'énergie pour près de 5 milliards d'euros dans le cadre d'un programme de privatisation. Ce dispositif lancé il y a 3 ans, qui est un volet du plan de sauvetage, a rapporté au total plus de 8 milliards d'euros à Lisbonne. Il y a beaucoup d'investisseurs qui participent à la privatisation des entreprises nationales. C'est un aspect des choses. L'autre est davantage lié aux cartes de résidence. Des visas Gold, c'est-à-dire des permis de séjour de 5 ans, sont ainsi accordés en échange de 500 000 euros d'investissement.
228 Chinois en ont profité ces derniers mois, dont Edmond Zhao. Il a acheté 5 villas sur les côtes portugaises et ne compte pas s'arrêter là. Ça vaut vraiment le coup d'investir au Portugal. On dépense 500 000 €, on a le droit de résider ici et on peut en plus installer toute sa famille. Les enfants bénéficient d'une éducation de qualité et les personnes âgées ont accès au système de santé. Donc ça vaut vraiment le coup. Sur cette route qui mène à Évora, on est loin des côtes luxueuses de Lisbonne et de la stratégie d'investissement des Chinois. C'est pourtant dans cette région pauvre du Portugal que l'une des plus importantes entreprises brésiliennes a choisi d'investir. La stratégie des Brésiliens est tout autre. Grâce à une aide de la Commission européenne, le numéro 3 mondial de l'aéronautique s'est posé ici il y a moins de 2 ans. 220 personnes travaillent sur ce site de 69 000 m². Embraer est le plus grand groupe industriel brésilien au Portugal. Comme Petrobras et Odebrecht, ils cherchent à entrer sur le marché européen par la porte portugaise. On continue à investir au Portugal dans nos 2 usines, qui d'ailleurs fonctionnent bien, et à investir ici en Europe. L'Europe est une région très importante pour nous. On a des centaines d'avions ici, nous sommes responsables pour le support aux clients, le support technique. Pour nous, l'Europe, avec ou sans la crise, est très importante pour notre activité. Le Brésil et la Chine avec Hong Kong sont déjà les 4e et 5e investisseurs étrangers dans l'Union européenne et les capitaux chinois ont augmenté de 155% en 2 ans. Le Portugal espère à présent profiter de ces schémas d'investissement pour faire enfin redécoller son économie. C'est tout pour ce Real Economy. Dans notre prochain épisode, nous parlerons immobilier. Merci de votre attention. À bientôt. See you next time.